Merci beaucoup. Euh, Bonjour tout le monde. Moi, je suis Valérie Lemoine. Je suis en stage postdoc à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de recherche sur la modélisation de l'occurrence des impacts de glace dans le sud du Québec, dans un contexte de changement climatique. En fait, ce projet, c'est un projet avec une collaboration avec plusieurs universités, notamment l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec moi et mon superviseur Martina, et puis avec ma collègue de l'Uranos. Et puis, il y a aussi Étienne Boucher de l'Université du Québec à Montréal. Tout d'abord, j'aimerais vous parler, c'est quoi un embac? Donc, pour faire très simple, un embac, c'est l'accumulation de glace qui va obstruer le cours d'eau, cours d'une rivière, par exemple. En fait, pendant les périodes très, très froides, là où il y a des températures sous zéro, sur la surface de la glace, sur la surface de la rivière, il va se former des glaces. Puis au moment où les températures vont se réchauffer pendant un moment de doux, en printemps ou en hiver, ces morceaux de glace vont se disloquer, qui vont être entraînés par le courant de la rivière et vont, à un moment donné, rencontrer un obstacle dans les méandres, un croissant de rivière qui se rétrécit un peu. Et donc, ces morceaux de glace vont s'accumuler et obstruer le courant de l'eau. Donc, ça va créer comme un barrage qui, après, va créer des inondations qui vont impacter les populations près. Dans le contexte québécois, ce sont des événements qui surviennent à chaque année, principalement au printemps, surtout dans les rivières du sud du Québec. Oui, maman, est-ce que vous pouvez parler juste un petit peu plus fort? Peut-être mettre la vidéo, si vous êtes capable, dans le haut de l'écran, ou la diminuer, ça serait bien, parce que sinon, on ne voit pas toute votre... Mettre la souris, il y a les écrans. J'y vais comme si je pense que je vais être capable de faire quelque chose. À deux, on va peut-être essayer, sinon on va le faire. Alors, on va essayer comme ça. Puis on va le montrer. Excellent. Vous avez des questions? C'est correct. Juste un petit peu plus fort pour que tout le monde vous OK. Merci beaucoup. Donc, je reprends. Donc, ces photos-là, je les ai prises en mars 2026, cette année. C'était au rivière Beau-Rivage, à l'affluent de la rivière Chaudière. C'était un embac dans le secteur de Saint-Antoine de Lausanne. Donc, comme on peut voir, ça crée tellement des dégâts. Sur la première photo, c'est une écurie, par exemple. La veille, il y avait des chevaux qui étaient coincés dans l'embac. Donc, il a fallu plusieurs opérations de sauvetage pour sauver les chevaux. Les inondations d'embac, ça va créer des inondations. Donc, des routes vont être barrées, tout ça. Donc, c'est un événement qui va impacter la population riveraine dans le sud du Québec. Donc, c'est quelque chose qui se répète à chaque année. Et puis, ils vont devenir de plus en plus instables avec les changements climatiques, les températures qui se réchauffent à une vitesse folle et tout ça. Donc, il est important de bien modéliser cet événement, documenter ces événements afin de comprendre les conditions et les éléments qui déclenchent. Donc, c'est à peu près l'objectif de mon projet. En fait, c'est de développer un modèle prédictif sur la probabilité d'occurrence de ces impacts dans un échantillon représentatif du bassin versant du sud du Québec. En fait, dans le fond, je vais utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour faire ça. Et puis, utiliser ce modèle pour estimer comment est-ce que les impacts, l'occurrence des impacts vont évoluer dans un climat futur. Mais on est confronté à deux problèmes principaux. Il y a d'abord les biais d'observation. En fait, dans la base de données actuelle, on a les événements d'impact qui est reporté par le ministère de la Sécurité publique. Mais le biais d'observation se produit lorsqu'un événement survient, mais qui n'a pas été enregistré. C'est le cas, par exemple, dans la transcendennière, où il y a vraiment peu d'observateurs ou aucun observateur local pour reporter un événement si un événement se passe. Donc,
On aimerait utiliser comme des indicateurs de probabilité d'observation comme la densité humaine, par exemple, la densité routière, le degré d'urbanisation pour pouvoir pallier à ce biais d'observation. Puis, on a aussi un débalancement spatial de nos données. En fait, dans la base de données actuelle, on voit que les embarquements dans le sud du Québec se produisent principalement dans quelques rivières. Donc, si on utilise notre base de données actuelle, le modèle va plus être biaisé vers ces rivières-là, là où il y a beaucoup plus d'embarques. Donc, on aimerait trouver une solution pour pondérer sur les transports rivières, là où il y a peu d'impact, pour pallier à ce débalancement spatial de nos données. Je vais parler un peu plus de ce qu'est le biais d'observation. Donc, actuellement, on travaille avec des transcendes rivières de 50 mètres. Donc, à chaque événement, s'il y a un embarque, on va dire que c'est un 1. Mais s'il n'y a pas d'embarque, ça va être des zéros. Mais en fait, on ne peut pas être sûr si un zéro, c'est un vrai ou un faux zéro. Parce que dans le fond, un vrai zéro, c'est que peut-être que un vrai zéro, c'est il y avait pas, il est reporté qu'il n'y avait pas d'embarque sur ce transcende rivière. Donc, on est sûr qu'il n'y avait pas de bague, donc c'est un zéro. Mais pour les faux zéros, c'est compté comme un zéro, genre il n'y avait pas d'embarque, mais dans le fond, on n'est pas vraiment sûr si c'est un vrai zéro parce que il n'y avait vraiment pas d'embarque ou qu'il y avait un événement d'embarque, mais il n'y avait personne pour reporter ces événements-là. Donc, on aimerait trouver une solution pour pondérer ces différents types de zéros, les vrais et les faux zéros. Donc, pour notre méthodologie, comme j'ai parlé tantôt, un embarque, c'est la formation d'accumulation de glace qui est due par je dirais, les morceaux de glace qui se font briser mécaniquement dû à la hausse des températures dans les mouvements de remous. Donc, il y a un composant hydrométéorologique qui cause les embarques. Mais pour que les gros morceaux de glace coincent quelque part dans la rivière, il faut aussi des données morphométriques sur la rivière. Par exemple, la sinuosité de la rivière, ça peut entraîner des embarques, des pentes, ou est-ce que ça rétrécit dans un tronçon de rivière. Donc, il y a ces deux composantes-là qui fait que un embarque de glace se crée. Donc, notre modèle de base va utiliser des données hydrométéorologiques, comme des données basées sur la température, la précipitation et des départs croissants, puis des données morphométriques des rivières. Donc, on a trois types de données qu'on va utiliser pour faire la modélisation, la calibration de notre modèle. Il y a d'abord les données historiques sur les embarques. Ce sont des données du ministère de la Sécurité publique. On va utiliser les données depuis 2005. Et puis, pour les données hydrométéorologiques journalières, on a utilisé des données de 2005 à 2024. Ce sont des températures, la précipitation, les débits par tension, ce sont les constantes rivières de l'Atlas hydroclimatique. Et puis, il y a les données morphométriques. Actuellement, on travaille avec 35 rivières. Donc, on a les données morphométriques à chaque 250 mètres, à chaque transport de 250 mètres. Il y a plusieurs paramètres comme la sinuosité, la largeur du chenal, le rétrécissement du chenal à chaque 250 mètres. Ça, ce sont des données générées par l'Institut national de recherche scientifique, avec qui on travaille beaucoup aussi sur le projet. Donc, pour faire un petit résumé de l'état, d'abord, on va collecter les données. On a déjà les températures, les précipitations ainsi que les débits. On a aussi les données sur les histoires des embarques. On a les données morphométriques des rivières. Mais comme on travaille sur les tronçons de 250 mètres pour les données morphométriques, il faut faire des ajustements sur les données qu'on a, notamment sur les données de débit par tronçon, parce que les tronçons du CEHQ, ce sont des tronçons à longueur variable. Donc, on fait des agrégations spatiales de ces données. Et aussi pour les températures de précipitation, ce sont des données sur gris. Donc, on doit aussi encore interpoler les températures et les précipitations. Après, une fois que ces étapes terminées, on va calculer des prédicteurs qu'on juge très pertinents dans les processus qui causent des impacts. Donc, il y a les débits spécifiques, le Snow Water Equivalent, le TDF, le DT, tout ça.
Et puis, on va nettoyer les données. Une fois qu'on nettoie les données, on va pondérer des biais d'observation. Donc, on va donner un poids pour des centrifuges, là où on juge que la probabilité d'observation, la probabilité qu'un impact soit reporté si se produit. On va pondérer ces centrifuges-là. On va donner plus de poids à ces centrifuges et donner moins de poids aux centrifuges là où peut-être on ne sait pas si un impact va se produire, il y aura assez de monde pour le reporter. Et aussi, on va échantillonner on va faire une technique d'échantillonnage pour pallier au biais de distribution spatiale dans notre base de données actuelle. Une fois que tout ça terminé, on va calibrer un modèle basé sur des formules aléatoires. On va se créer 100 échantillons de données balancés pour entraîner, calibrer le modèle et utiliser le Nested Random Search avec default de validation. Et pour le choix des prédicteurs, on va utiliser le Recursive Feature Elimination. Après tout ça, on va valider le modèle et avoir développé un modèle global pour la prédiction des impacts dans le sud du Québec. Donc, voici un petit aperçu de la calibration de la modèle. Donc, tout d'abord, on va se créer une base de données balancée. Donc, on va se créer 100 échantillons de données balancées. Actuellement, on a 543 sur les 35 rivières qu'on a actuellement. On a 543 événements, donc on a 543 en bac de 2005 à 2024. Donc, on va se créer 100 échantillons qui vont utiliser ces 543 événements, mais avec 543 non-événements. Donc, on a 100 échantillons avec ces caractéristiques-là. Pour les 543 ils vont rester les mêmes pour tous les échantillons. Mais pour les échantillons de non-bac, on va utiliser 272 données sur les mêmes tronçons, là où il y a eu des embarques déjà. Il y a eu au moins un embarque durant la période d'analyse. Puis, il y a 260, la moitié, sur des tronçons qui n'ont jamais connu d'embarque. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder à créer les 100 échantillons balancés. Puis, on va calibrer ça en utilisant un dipôle avec un random search et un recursive feature elimination. Donc, c'est à peu près ça comment est-ce qu'on va procéder pour la calibration du modèle global d'embarque. Donc, ça, c'est comment est-ce que les random search et la calibration se passent à l'intérieur des folds. Donc, on a nos données originales qu'on va se diviser comme en 10. Il y aura une part 90% qu'on va utiliser pour la calibration d'entraînement et le reste, on va utiliser pour tester le modèle. Donc, pour les métriques qu'on va utiliser après, ce sera la moyenne sur son bootstrap. Donc, on va refaire ces analyses 100 fois avec nos 100 échantillons qu'on a créés à l'intérieur des données pour la calibration. On va faire, c'est le bout de on va tuner les hyperparamètres et sélectionner les prédicteurs. Donc, c'est là que le random search et le recursive feature elimination vont entrer en jeu. Ils vont choisir à partir de ces données, c'est quoi quels paramètres utiliser, c'est quoi les prédicteurs qu'on devrait utiliser. Après, on va les réapporter sur l'extérieur pour calibrer le modèle avec seulement les meilleurs prédicteurs et les meilleurs paramètres et les prédicteurs sélectionnés à l'intérieur du prédicteur. Donc, dans tout ça, comment est-ce qu'on prend en compte le biais d'observation? Pour le moment, on a utilisé la densité moyenne de la population comme indicateur potentiel d'observation d'un embarque. Donc, on voit là, il y a un tronçon de rivière. Le principe, c'est d'établir un lien entre présence et absence d'embarque avec la densité moyenne de la population à l'intérieur des encampements aux alentours de la rivière. Donc, la première étape, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que les personnes à 500 mètres de rivière vont pouvoir voir les embarques s'ils se produisent ou c'est juste des personnes à 100 mètres. Donc, on a testé plusieurs largeurs de tampons. On est parti de 100 mètres jusqu'à 500 mètres.
Oui, on a calculé la densité moyenne de la population à l'intérieur de ces zones d'enfants. Après tout ça, on va tester la relation de probabilité d'observer un impact et la densité moyenne de la population. Donc, voici un résultat de l'utilisation de la densité moyenne de la population comme indice d'observation d'impact. Comme on peut voir, la probabilité d'observer un impact va augmenter avec le nombre de populations. Donc, on juge comme plus il y a de personnes aux alentours de la Terre, plus la probabilité que si un impact se produise, elle sera reportée, augmente. Donc, on voit bien ici que la plupart des impacts sont reportés à des transports là où il y a beaucoup plus de population aux alentours de la Terre. Donc, à partir de ces observations-là, on a pondéré notre modèle, donc donné plus de poids aux transports rivières, là où il y a plus de population pour observer les événements s'ils se passent. Donc, voici le résultat de la sélection des hyperparamètres. On a comme le random search, on a fixé les minimums et les maximums des hyperparamètres. Donc, le random search, on fait plusieurs combinaisons à l'intérieur pour trouver les meilleurs hyperparamètres. Donc, on a testé ça sur 50 000 modèles. Donc, il y a 5 000 modèles que le modèle a testé avec les hyperparamètres. Donc, c'est à peu près comme ça que le modèle va fixer les hyperparamètres à utiliser dans le modèle final. Donc, quels sont les prédicteurs qui sont importants dans la modélisation des impacts avec des impacts, avec le Recursive Feature Elimination? On a constaté que le delta Q10 et le débit spécifique dominent la prévision, ce qui confirme en fait que les régimes hydrologiques est le principal facteur de la partition des impacts. Mais quand même, il y a des composantes morphologiques qui marginalement dans la modélisation, mais principalement la formation des impacts est un événement hydrologique. Là, comment est-ce que le modèle a utilisé ces différents prédicteurs dans la modélisation? On voit que 100% des modèles qu'on a entraînés utilisent ces trois prédicteurs hydrologiques. Et puis, ces trois désignés prédicteurs sont pas vraiment utilisés par les modèles parce que ils n'ont pas vraiment d'impact sur la modélisation des impacts. Et puis, combien de prédicteurs est nécessaire dans notre modèle? En fait, on a vu que notre modèle se stabilise après trois variables, les trois mentionnées précédemment, mais les autres variables contribuent quand même de façon marginale à notre modèle. Et puis, finalement, il y a la performance, comment est-ce que notre modèle performe, est-ce qu'il arrive quand même à bien distinguer les événements d'impact et les événements de non-impact. On voit que la performance des modèles est assez satisfaisante, le fait que le modèle arrive quand même à correctement identifier 40% des impacts. Donc, ça c'est la moyenne, on a 50% d'événements d'impact et 50% d'événements de non-impact. Donc, sur les 50%, sur les 50%, le modèle arrive quand même à identifier 43%. Donc, c'est assez bien. Puis aussi, le modèle arrive à quantifier correctement les modèles, les non-impact. Donc, 42% sur 50%, c'est assez satisfaisant. Donc, c'est quoi les prochaines étapes de notre étude? Et la conclusion de notre étude jusqu'à présent. Donc, on peut voir que la densité de population considérée comme un bon indicateur pour traiter le biais d'observation dans la base de données, mais on explore quand même l'existence d'autres indicateurs comme la densité routière aux alentours des tronçons rivières ou le degré d'urbanisation aux alentours des tronçons rivières. Puis, jusqu'à présent, avec ce qu'on a déjà fait là, la performance du modèle dans la prédiction des impacts est assez satisfaisante, comme j'ai parlé tantôt. Mais c'est quoi les prochaines étapes comme on a été limité dans notre première analyse, on a utilisé des données
de 2005 à 2024 parce que les données après 2024 n'étaient pas encore prêtes à être utilisées, n'étaient pas encore disponibles. Donc, notre prochaine étape, c'est de mettre à jour les données, utiliser les données les plus récentes qu'on a déjà, acquis il y a quelques jours. Donc, on va les intégrer dans notre modèle, dans la calibration du modèle. Et puis, aussi, on cherche à augmenter le nombre de rivières qu'on utilise pour la calibration. Parce qu'actuellement, on travaille avec 35 rivières, ce qui est déjà pas mal, mais on perd beaucoup d'observations d'impact parce qu'il y a des rivières là où il y a des impacts, mais on n'a pas les données morphométriques de ces rivières-là. Donc, on cherche à ajouter plus de rivières dans nos données de calibration. Puis finalement, une fois qu'on a un modèle opérationnel, je dirais, bien, avec des résultats prometteurs, on va utiliser ce modèle et projeter les risques dans un climat futur en utilisant des simulations du modèle régional canadien pilotées par le CMA-6. Donc, c'est à peu près ça ce que j'avais à vous dire sur les impacts de glace dans le sud du Québec. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. On aurait le temps de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui... Bonjour, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Juste votre nom. Vous pouvez. C'est plaisir, bonjour. C'est vraiment intéressant comme présentation. Puis, je me demande, je sais que les équipes à l'INRS qui travaillent sur la cartographie en bas avec des images d'abord, des dates. Peut-être que ça pourrait être un jeu de données qui viendrait comme enrichir peut-être que c'est aussi la pensée à ça. Ça demeure un modèle aussi de leur côté, donc les scientifiques. Oui, effectivement, on travaille beaucoup avec les équipes de l'INRS pour générer les données morphométriques. Effectivement, utiliser des données de radar pour la modélisation des impacts, c'est quelque chose d'intéressant dans notre perspective de projet.